Première intervention de la directrice du Shadok, Géraldine Farage, qui nous fait l'honneur de sa présence pour justement nous présenter le dispositif des résidences du Shadok. Et donc, nous lui laissons la parole. Merci. Alors, je vais mettre tout de suite ça. Merci avant tout de m'avoir conviée à ces conférences et à ce temps de réflexion sur un sujet qui est vraiment d'actualité et qui anime le quotidien du Shadok en particulier. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une micro-présentation de ce qu'est le Shadok. Pour ceux qui le connaissent, ça sera une manière de peut-être mieux comprendre ce qui s'y trame, parce que vous allez vite le comprendre, c'est un lieu assez difficile à comprendre dans son entièreté. Donc en fait le Shadok, c'est un établissement qui est porté par la ville de Strasbourg en régie directe. On est rattaché à la direction de la culture. C'est un projet qui est né d'une collaboration entre le développement économique, donc la direction du développement économique de l'Eurométropole, et la direction de la culture de la ville, avec cette volonté d'ouvrir un espace dédié à l'expérimentation autour du numérique sous toutes ses formes, à la fois dans des dynamiques artistiques et culturelles, mais également dans des dynamiques de développement économique, beaucoup autour du monde des entrepreneurs et des startups, mais également autour de la recherche et du lien avec l'université en particulier. Donc en fait ce lieu qui est en fait la zone bleue que vous voyez sur l'image fait à peu près 2000 mètres carrés. Il est dans un bâtiment qui fait partie d'un ensemble donc sur la presqu'île Malraux. C'est un ensemble de 3 bâtiments en fait, ce qui est devenu aujourd'hui la médiathèque, la tour de la maison universitaire internationale et ce bâtiment où se trouve le Shadok. C'était des entrepôts de stockage de marchandises pour l'entreprise de transport Ziegmuller. Donc on est dans un lieu du type plutôt industriel, qui a été rénové. On retrouve dans le lieu la structure architecturale des anciens entrepôts Ziegmuller. Et donc la ville a décidé, à la suite d'une édition du festival Ososphère en 2010-2011, de prévoir dans ce bâtiment cet espace dédié à la créativité liée au numérique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc en fait, moi je suis arrivée au moment où le projet avait déjà été voté, avec une interprétation qui était la mienne de ce projet, c'est-à-dire ouvrir dans cet espace un lieu de réflexion permanente de la cité dans son devenir technique, c'est-à-dire pourquoi une ville porterait un tel lieu. En fait, depuis toujours, on parle aujourd'hui de révolution numérique, mais en fait, la révolution technique a toujours été très très proche et intimement liée à la question de la création, que ce soit avec l'apparition de l'électricité ou plus tard de la révolution industrielle. Les avancées techniques ont toujours été saisies par la création artistique et évidemment l'innovation technique pour, à partir des outils, imaginer des nouvelles manières de produire, des nouvelles manières de créer, des nouvelles manières d'interagir les uns avec les autres. À partir de cet endroit-là, l'idée c'est que le Shadok, ça soit un lieu de réflexion permanente où la ville réfléchit son propre devenir et donc comment elle accompagne les professionnels, les habitants et la construction de la ville, c'est-à-dire sur des évolutions urbaines telles que la COP. Le Shadok est associé au sein de l'Eurométropole pour aider à la réflexion autour des usages et non pas seulement des outils. Donc au sein du Shadok, l'enjeu c'est de rassembler différentes entités qui participent à ces innovations et à cette création. À partir de là, on a mis en place une dynamique collaborative, qui donc va rassembler au sein du lieu à la fois des associations, des institutions, des services de la ville et de l'Eurométropole, des designers, des chercheurs, des artistes, des étudiants encore dans leur parcours ou tout fraîchement diplômés,
qui vont bénéficier au sein de ce lieu d'un temps de travail, donc d'un espace, de matériel, parfois d'un soutien financier et de compétences techniques pour avancer sur un projet qui est le leur. En contrepartie de cet accompagnement, on demande à ces différents porteurs de projets de mettre en récit, donc non pas de montrer uniquement le résultat de leur projet, mais de documenter leur processus de création et de mettre en récit ce processus pour que par la suite, les habitants, le grand public, puissent s'approprier ce récit, comprendre d'où vient le projet final, comment on en est arrivé à ce résultat, et donc comprendre comment se construisent ces processus créatifs. Quand je dis collaboratif, c'est-à-dire qu'en fait, on a un rôle d'entremetteur sur le territoire, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute des différents porteurs de projets et on essaye de tisser des liens entre ces différentes entités pour que des nouvelles collaborations, des nouveaux projets émergent. Donc à partir de là, en fait, on a mis en place différents outils et différents temps d'expérimentation. On a testé, le Shadok a ouvert ses portes en avril 2015, mais on est actif sur le territoire depuis 2013. Donc ça fait maintenant 5 ans qu'on teste des dispositifs d'accompagnement et d'expérimentation. D'abord, on l'a fait de manière peut-être un peu plus bilatérale, c'est-à-dire un porteur de projet qui avait un projet très clair et écrit, venez nous voir et on a amené une réponse à ce projet et des mises en relation. Aujourd'hui, on essaye d'aller vers des relations beaucoup plus multilatérales, mais je reviendrai là-dessus dans une dernière partie. Donc je disais, on a mis en place certains outils. Donc l'un des premiers outils qu'on a à disposition au Shadok et qui sert à ces temps d'expérimentation et d'accompagnement, c'est le Fab Lab. Donc le Fab Lab qui est porté par l'association AVLab, qui est composé d'architectes et de designers issus des écoles et universités de Strasbourg. Donc c'est des jeunes diplômés qui se sont mis ensemble pour cofinancer de leur poche en fait un parc matériel pour pouvoir produire leurs projets. Et ils ont décidé d'ouvrir cet outil de production au grand public sous la forme d'un Fab Lab. Et donc à partir de là, on leur a proposé de rejoindre l'aventure du Shadok et d'intégrer le lieu pour pouvoir travailler, avoir cet outil sur place. Donc le Fab Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'aujourd'hui c'est assez bien connu, c'est un espace de prototypage et de bricolage où on va avoir des outils mis à disposition tels que des imprimantes 3D, des découpes laser, des thermoformeuses, des CNC, fraiseuses numériques, donc tout un tas d'outils, mais aussi des tournevis, des marteaux, des scies, qui permettent de passer d'une idée à son prototypage. Cela passe par des outils à commande numérique, donc ça passe par une appropriation de certains logiciels 3D. Et donc le Fab Lab propose une large offre pédagogique pour permettre à soit des amateurs, soit des professionnels de s'approprier l'usage de ces machines et ensuite, sur des créneaux réservés, ils les accompagnent pour pouvoir réaliser les projets de ces personnes. Donc, on a beaucoup d'étudiants en archi et en design qui viennent notamment pour réaliser leurs projets de diplôme. Mais on a également certaines résidences qui ont été menées autour de cet outil Fab Lab. Donc par exemple, on a mené il y a en 2016 un projet qui s'appelait From Beats to Paper avec un artiste et maintenant chercheur qui s'appelle Philippe Païs, qui est rattaché à l'ESAD de Paris. Avec lequel on a travaillé notamment autour de cet outil Fab Lab. Donc là, le AVLab a participé à un appel à projet qu'on a mené avec Philippe Païs. Ils ont participé au choix des œuvres pour qu'on puisse avoir des porteurs de projets dont on savait qu'ils auraient une utilité autour du Fab Lab et besoin d'un accompagnement spécifique autour de leur projet. Donc ça a donné des projets plutôt type œuvres d'art contemporain. Ça a
donné lieu à une exposition qui avait pour objectif de parler de ces artistes qui parlent d'une ère qu'on appelle aujourd'hui post-digitale, c'est-à-dire on n'est plus spectateur de l'outil dans une forme soit de rejet ou d'admiration ou de fascination. On comprend que finalement le numérique est devenu le paradigme ambiant, et donc à partir de là on a des artistes comme Aram Barthol, comme Clément Viavala, comme Alexandre Gier, enfin plusieurs artistes qui parlent de cette société ambiante dans laquelle nous évoluons aujourd'hui et font appel à des outils tels que ceux qu'on retrouve dans le Fab Lab pour créer leurs œuvres. Donc ça a été une première expérimentation qu'on a eue avec le Fab Lab. L'année passée, on a également mis en place un appel à projet qui s'appelait Kit Prototypage avec la direction des développements économiques de l'Eurométropole pour voir comment on pouvait finalement tester un accompagnement soit d'entrepreneurs qui avaient besoin dans leur projet d'une compétence design et donc finalement de les aider à financer ce kit de prototypage, ça facilitait la collaboration entre un entrepreneur et un designer. Soit aider des designers qui n'avaient pas eu déjà l'occasion de s'approprier ce genre de technologie, de pouvoir être dans une démarche d'expérimentation au sein du Shadok. Donc ce kit de prototypage, on est en train de réfléchir à son évolution, mais l'idée est bien là de voir comment on peut créer des opportunités pour des professionnels, pour aller dans des zones de liberté et de recherche qui aujourd'hui sont difficiles à trouver. Souvent on est plutôt dans une démarche, quand on est dans des lieux de création comme le Shadok, souvent on a une obligation de production. Donc aujourd'hui au Shadok on essaye d'explorer plus des espaces de liberté pour que les professionnels puissent retrouver des temps de formation, des temps de test, des temps de prototypage ou juste de réflexion avec un soutien de la part d'une institution. Un autre format de résidence qu'on a mis en place depuis l'ouverture du lieu, c'est celui de faire venir sur le territoire un artiste qui a une certaine expérience et une certaine histoire et de lui proposer une résidence in situ, c'est-à-dire de voir comment la démarche artistique d'artistes tels que Marceli Antunes Roca qu'on voit à l'écran avec le casque et le micro jaune, qui est un artiste catalan qui a été fondateur de la compagnie La Fuera del Baus dans les années 80. Comment un artiste comme Lux Keuten, qui est dans le nid, que vous voyez à l'image, qui est un monsieur de plus de 70 ans qui travaille depuis les années 60 sur le biomimétisme et les cités végétales, comment en faisant venir cette typologie d'artistes, on peut inspirer en fait un territoire, on peut influencer des processus créatifs sur un territoire. Donc en fait, ces dispositifs de résidence finalement avaient pour objet d'un côté d'accueillir l'artiste et de montrer son travail à Strasbourg, mais par ailleurs d'avoir autour de leur résidence un certain nombre de partenaires avec lesquels l'artiste allait travailler in situ dans une démarche de collaboration pour que la démarche artistique de l'artiste soit poreuse et infuse à Strasbourg. Donc par exemple, Lux Keuten a travaillé avec l'École nationale d'architecture de Strasbourg, donc ils ont réalisé ces grands nids monumentales, donc ça a fait l'objet de tout un workshop avec les étudiants où l'objectif était de transmettre aux étudiants d'autres modes de conception de la ville, donc notamment ils ont travaillé avec un vannier pour apprendre des techniques de construction qui ont abouti à ces nids monumentales où le public pouvait monter jusqu'à 6 mètres de haut dans les arbres. Il a travaillé avec la CTS, donc la compagnie de transport local, à la réalisation d'un tram, avec pour objectif d'insuffler à Strasbourg l'idée que les trams pouvaient ne pas être seulement être porteurs de publicité, parce qu'on a beaucoup de publicité ou de messages de communication sur les trams de Strasbourg. Et donc là, c'était insuffler une collaboration qui
poussait vers appréhender le tram comme pouvant être support d'une œuvre. Donc on a aujourd'hui encore l'habillage du tram de Luxkeuten sur un des trams de Strasbourg. Depuis, il y a eu également bien sûr des collaborations entre la CTS et Vincent Godot sur les bus. Mais voilà, on a essayé de pousser un peu en ce sens, à développer ce type de collaboration. Il y a eu aussi une collaboration avec une start-up locale autour d'un véhicule. Donc il a fabriqué avec un entrepreneur local un véhicule complètement électrique et donc c'était un tricyclopolitain, c'était un vélo à 3 places et avec moteur électrique pour faciliter la mobilité écologique et durable en ville. Il a travaillé également avec un pépiniériste local sur une œuvre qui est devant le Shadok, un portail végétal qu'on n'a pas réussi à faire aboutir jusqu'au bout, donc qu'on doit encore finaliser. Mais voilà, donc c'est pour vous illustrer un peu comment un artiste comme Luxkeuten a fait événement quelque part et a permis d'aller chercher de nombreux partenaires, évidemment aussi les espaces verts de la ville, pour aller travailler avec eux et amener un peu une autre inspiration dans le quotidien professionnel de ces différents collaborateurs. On a donc travaillé également avec Marcélie Antunes Roca, donc là on était beaucoup plus autour de l'insertion professionnelle, des missions locales, de l'éducation populaire. Donc on a beaucoup travaillé dans le quartier de Haute-Pierre avec Marcélie sur comment amener un nouveau récit dans un quartier, comment travailler avec les habitants de ce quartier pour raconter à leur manière leur territoire, mais également les inciter à aller vers une appropriation des technologies, notamment vidéo et arts plastiques, pour raconter leur ville, mais aussi pour la découvrir sous un autre œil et par ce biais également acquérir de nouvelles compétences. Donc on a beaucoup travaillé autour d'ateliers créatifs avec les habitants de Haute-Pierre et notamment les jeunes de 14 à 25 ans. Et donc on leur a permis d'apprendre certaines techniques liées au Fab Lab, liées à la vidéo, aux jeux vidéo, à l'enregistrement audio pour les accompagner dans leur parcours. Donc ça, c'était une seconde typologie de résidence. Donc là, on a des images de Haute-Pierre avec Marcélie et à l'image à droite, l'exposition qui s'en est suivie. Donc là, je vous ai parlé de plusieurs exemples de résidences. On rencontre au bout de ces 3 ans une véritable problématique qui est aujourd'hui comment on garde trace de tous ces temps et de toutes ces expérimentations parce qu'en fait finalement si vous venez pas un jour d'exposition ou un jour de conférence ou un jour d'atelier au Shadok, vous allez vous retrouver très vite devant une boîte vide. En fait, vous rentrez dans le lieu et vous êtes face à des grands espaces vides. C'est une des particularités de ces espaces qu'on appelle des tiers-lieux, c'est-à-dire une médiathèque, vous savez ce que vous allez y trouver n'importe quel jour de la semaine. Un théâtre, vous n'irez pas si vous n'allez pas voir une pièce, de même qu'une séance de cinéma. Au Shadok, en fait, le lieu est ouvert du mercredi au samedi et un dimanche sur 2, mais lorsque nous n'avons pas de temps événementiel, si vous n'êtes pas utilisateur du Fab Lab et si vous n'êtes pas venu juste vous poser et boire un café et bosser, en fait, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce lieu ? Donc, en fait, on travaille... de manière, donc on a des grands événements sur l'année, mais on sort tous les 3 mois un petit support de communication que je vous invite à découvrir par la suite, qui nous permet de raconter ce lieu à travers ces événements. Et on travaille de plus en plus avec des rédacteurs, des personnes qui sont là pour documenter un peu tous ces temps de résidence, mais aussi de mise en récit, pour travailler sur la forme que peut avoir cette recherche qui se déroule au sein du lieu.
Par exemple, on a assez régulièrement des collaborations. Alors, soit par exemple, c'est la partie art plastique et la partie plutôt son de la Haute École des Arts du Rhin. Les étudiants viennent travailler ensemble au sein du Shadok. On travaille souvent avec des étudiants soit de Sciences Po, soit de sciences de l'éducation et nouvelles technologies. On a déjà eu l'occasion de travailler avec des étudiants de design de la faculté également. Donc, on est à la fois ce lieu de neutralité et d'expérimentation et ce lieu de mise en récit. Mais aujourd'hui, le challenge est effectivement vraiment comment on raconte, comment on garde une mémoire de tous ces projets. Et donc, on va de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, vers une démarche qui tend à passer du bilatéral au multilatéral, d'un système qu'on pourrait qualifier un peu de centralisé. Aujourd'hui, on considère qu'on est plutôt dans le décentralisé au Shadok, pour aller vers un système distribué. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, on a aujourd'hui une dynamique qui est en train de se mettre de plus en plus en place au sein du lieu, qui est, comme je disais tout à l'heure, par exemple, jusqu'à présent, on allait bosser autour d'un artiste avec le Fab Lab, des partenaires choisis. Aujourd'hui, en fait, on essaye d'accompagner au sein du lieu des structures qui peuvent être relais, qui peuvent elles-mêmes porter des projets avec nous, mais aussi entre elles au sein du lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, aujourd'hui, par exemple, on a 5 associations qu'on parraine sur le prototypage d'un volet de leur activité. Donc, par exemple, on a l'association Longevity, qui est une association qui développe un festival de musique électronique chaque année au Jardin des Deux Rives, qui avait la volonté de faire un projet d'école de musique électronique. Au Shadok, on a des studios d'enregistrement et de montage, donc on leur a proposé un accompagnement qui va durer 2 à 3 ans au sein du lieu, et donc l'école est prototypée au Shadok. Donc ils bénéficient d'un espace de travail, ils bénéficient d'outils qu'ils n'auraient pas forcément eu les moyens de développer eux-mêmes à ce stade de leur projet, et donc ça accélère le développement de leur école qui vient tout juste d'être lancée, et donc cette école utilise notamment pas mal tout ce qui va être technologie, genre Ableton, des logiciels autour de la musique. À côté de ça, on a une autre association qu'on accompagne qui s'appelle Ensemble 2.2 qui, elle, développe plutôt de l'accompagnement de production en art numérique. Et donc, cette association, on l'accompagne sur le développement d'un catalogue de production et de diffusion régionale. Et donc, typiquement, le fait d'avoir ces 2 associations dans le lieu va faire qu'évidemment, elles vont travailler avec nous sur nos projets, mais elles vont aussi mieux se connaître et donc pouvoir développer ensemble également des projets. Et le fait est que l'objectif est que ça ne passe plus par nous. L'objectif est qu'en fait, petit à petit, les acteurs se connaissent suffisamment sur le territoire ou qu'on ait fait un travail de recensement et de cartographie qui permettent à n'importe qui rentre au Shadok de trouver facilement l'information pour pouvoir travailler d'un secteur à un autre, d'une filière à une autre, trouver des compétences et toujours pouvoir bénéficier au Shadok d'un espace et d'un temps de liberté où ils vont pouvoir mettre en musique cette idée de collaboration. Donc on a aujourd'hui 5 associations qu'on accompagne dans cette dynamique-là de manière plus poussée, on va dire, sur des périodes de 2 à 3 ans. Et on est en train d'écrire une offre, parce qu'aujourd'hui elle se fait, mais elle n'est pas formalisée, elle n'est pas écrite, une offre pour que toute structure puisse déchiffrer, ok, voilà, ça peut être un accompagnement ponctuel pour un événement, ça peut être un accompagnement plus de court à moyen terme sur une période pouvant aller de quelques semaines jusqu'à 1 an sur un projet donné, ou ça peut être un accompagnement long sur une période de 2 à 3 ans. Donc petit à petit, le rôle du Shadok s'affine, on pourrait dire. On est passé par des phases où on était beaucoup le lieu de visibilité et de rencontre des différents acteurs, une sorte de vitrine pour les différents projets et moteurs liés à l'expérimentation autour du numérique. Aujourd'hui, on essaye d'être beaucoup
plus restreint dans nos choix éditoriaux, mais d'accompagner beaucoup plus en profondeur ces différentes expérimentations. Et ça se reflète notamment à travers notre appel à participation en cours, où là, on a décidé de vraiment aller assez loin dans l'appel de cette année. Donc, les 5 associations sont partenaires de l'appel, et l'appel de cette année est limité à 6 porteurs de projets. Ça peut être des designers, des artistes, des chercheurs, des entrepreneurs ou des makers de tout profil. Et donc, ces 6 personnes bénéficieront vraiment d'un temps d'accompagnement collectif au Shadok du 10 avril au 29 avril, où ils vont pouvoir bénéficier d'interventions d'invités extérieurs qui vont venir leur amener autour de la thématique de l'appel, qui est la question des interfaces et de l'économie de l'empathie, leur amener un support théorique et pratique autour de leur projet. Et donc à la fin de cette période de résidence, il y aura toujours cet enjeu de documentation et de mise en récit pour qu'à l'automne 2018, on puisse avoir un programme éditorialisé qui raconte finalement cette thématique des interfaces et de l'empathie à travers une programmation qui va soit revenir sur des projets accueillis en résidence, soit faire appel à des artistes, à des chercheurs qui viendront compléter le programme à l'automne sur cette thématique-là. Voilà, donc ça résume à peu près. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions? Ouais, parfait. Bonjour. Je relisais justement l'ancien programme de la saison et la notion pratique de demain jalonne assez souvent les rubriques. Donc je voulais savoir si vous pouviez illustrer ou détailler cette notion. La notion de demain, c'est ça ? De pratique de demain. De pratique de demain. Oui, alors en fait, chaque année, on essaye d'avoir un sujet qu'on traite et qu'on creuse plus particulièrement. Et donc, sur la saison 16-17, en fait, on était partenaire de l'exposition Strasbourg Laboratoire d'Europe 1880-1930, portée par les musées de Strasbourg. Et donc, on leur a proposé d'être... on trouvait ça un peu dommage de raconter que Strasbourg avait été innovante à la fin du 19e et début du 20e. Donc l'idée, c'était de dire Strasbourg reste ce carrefour d'innovation. Et donc pendant toute une année, on a cherché à accompagner et mettre en récit différents projets qui parlaient justement, non pas d'un futur obscur très lointain et très dans un imaginaire SF, mais plus parler de ce qui arrive là tout de suite maintenant, ce qui va être sur le marché demain, ce qui est encore dans les laboratoires mais qui est là sous peu. Donc en fait on a essayé d'articuler à la fois cette évolution qu'on voulait du lieu et du Shadok avec un propos et un programme, toujours dans cette volonté de ne pas être uniquement sur un plan artistique et culturel, mais d'aborder la société dans ses différentes dimensions et dans ses différentes approches. Donc on a eu une vingtaine de projets qui ont été accompagnés l'année passée, ce qui était en fait beaucoup trop. Et on a essayé d'aborder le quotidien avec des designers, la nourriture, avec notamment des artistes qui s'appelaient Ferment Lab, les pratiques artistiques, avec des musiciens qui travaillaient sur des nouvelles lutheries, avec aussi une artiste qui travaille sur la lumière et des technologies écologiques de lumière pour le spectacle vivant, pour consommer moins d'énergie dans les spectacles. Voilà, et on a travaillé avec des startups sur la santé aussi, sur la mobilité. On a essayé d'aborder un peu comme ça différentes thématiques. Et donc ce propos sur demain, en fait, on essaye de le développer dans la plupart de nos projets pour véhiculer un message qui est de dire, on vous parle beaucoup du numérique et des technologies comme quelque chose soit de très futuriste, soit de très distant, soit de quelque chose qui va être aliénant et qui cloisonne. Au Shadok, on essaye de réfléchir comment finalement réconcilier
la notion de passé, présent et futur. C'est aussi la raison pour laquelle on a souhaité appeler le lieu le Shadok. C'était pour dire que pour nous, le numérique n'est pas une rupture. C'est vraiment une continuité. Et quand on s'intéresse suffisamment un peu à des textes qui peuvent dater de l'Antiquité ou des siècles passés, on se rend vite compte que les propos qu'on a aujourd'hui par rapport à nos nouvelles technologies, ils ont été pensés il y a déjà bien longtemps. Sauf que c'est assez méconnu du grand public et c'est assez méconnu, c'est moins méconnu des professionnels, mais somme toute, on essaye de réconcilier finalement ces différents temps de réflexion et d'appropriation des outils pour dire que demain, pour nous, l'idée, c'est pas d'aller vers une société ultra numérique et ultra technologique, mais c'est d'être dans une société, alors que moi j'aime bien utiliser le terme de numérique raisonné, d'être dans un rapport de maturité en fait avec l'outil où on va aller piocher le bon outil au bon endroit au bon moment. Donc c'est un peu tout le propos qu'on essaye de développer autour de cette thématique de demain. Par rapport à ça, on a un partenariat avec la revue Oui Demain que moi j'apprécie particulièrement justement dans ce rapport à notre société en devenir. Voilà. Bonjour. Pardon. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Ludovic Duhem, je suis intervenu hier, je suis directeur du scientifique de l'Ecolab à Orléans et j'enseigne également à Valenciennes, où nous avons un Fab Lab intégré à l'école. J'ai des questions un peu provocatrices. Alors, ce qui concerne la non-rupture numérique et ses racines dans l'Antiquité, je ne suis pas d'accord avec vous du tout, et pour des raisons historiques, philosophiques, etc. On peut soutenir la rupture avec des formes de continuité, mais par exemple, l'histoire de la théorie de l'information, l'histoire des techniques font qu'on ne peut pas leur accorder directement. Vous pouvez remonter au mieux jusqu'au XVIIIe siècle avec l'histoire des métiers à tisser, avec l'algèbre de Boole, avec Babbage. Vous pouvez remonter même du point de vue purement conceptuel jusqu'à Leibniz et à l'invention du calcul binaire, mais sinon, plus loin, c'est extrêmement difficile. Après, on peut faire une très longue histoire de l'information, c'est clair, mais avant le MIT, un Fab Lab, c'est difficile de dire ce que c'est, quand même. Avant les années 70 et le mouvement RepRap, c'est difficile aussi de l'affirmer. Donc, bon, c'est pas très grave, c'est pas pour rentrer dans un débat de ce genre, je vous laisserai répondre après. Après, j'ai deux questions, une informative qui concerne, est-ce que vous avez eu des problèmes avec les néoludistes numériques de type attaque directe ou indirecte? Je pense à l'incendie de la casemate de Grenoble, dont vous avez sans doute entendu parler. Il y a tout un mouvement anti-numérique qui est de plus en plus important, avec des attaques directes, des destructions volontaires, des incendies criminels. C'est ce qui est arrivé à Grenoble, la casemate a brûlé, et ils sont de plus en plus remontés, et il y en aura d'autres. Donc ce n'est pas pour vous mettre dans une situation de danger, mais en tant que philosophe des techniques, la question du ludisme, je m'y intéresse depuis très longtemps. L'opposition aux machines est encore très forte, qu'ils émanent des mouvements gauchistes ou d'extrême droite, c'est une réalité. Et il faut savoir qu'avec l'invasion continue des gadgets du numérique, il y a une méfiance, il y a une opposition, il y a aussi un grand enthousiasme et une fascination. Je pense qu'il faut être ni dans l'opposition ni dans la fascination, quoi qu'il en soit. Tant mieux si vous n'avez jamais eu écho de ce genre de personnes, mais ils existent et ils sont actifs. J'ai encore dirigé un mémoire sur les Fab Labs en milieu rural, là, il y a quelques semaines, et même en milieu rural, ça commence à poser problème. Donc il y a une véritable hostilité qui existe, c'est pas pour autant qu'on doit arrêter, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas le faire. Et pour la question de demain, je m'interroge de plus en plus je connais les tiers-lieux, de leur avenir. Parce qu'en dehors des tiers-lieux financés publiquement, le modèle économique qu'on mettait en avant justement pour les Fab Labs comme une révolution de la production n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu. Parce que même les industries aujourd'hui sont des industries de l'impression 3D, par exemple, et sous deux formes, soit sous des formes avec des machines
industrielles extrêmement imposantes, soit sous la forme des petites unités, mais répétées à l'infini. Et ils arrivent à refaire de la grande série, mais individualisée, grâce à des mises en série d'imprimantes 3D. Donc, il y a, en fait, ces lieux sont formidables, pédagogiquement, expérimentalement, pour les résidences artistiques, etc. Je suis vraiment pour et j'y participe très souvent sous différentes formes, mais je m'interroge beaucoup sur l'avenir de ces lieux liés à la force publique, à la volonté publique, et quand elle manque, quel est leur avenir et le modèle économique qui leur correspond. On sait que tous les Fab Labs indépendants ont des gros soucis de pérennité. C'est vraiment le business model, pour parler comme les gens du marketing, n'est pas forcément encore trouvé ou alors vraiment stable. C'est une unité parmi un ensemble plus grand qui permet souvent la pérennité du Fab Lab. Voilà. Alors, donc pour répondre aux 3 points, alors moi je suis pas chercheuse, donc je pourrais pas peut-être tenir une discussion, mais en tout cas quand je parle de ces notions passées, c'est pas tant dans les technologies en tant que soi, bien sûr il y a eu des révolutions techniques, c'est plus dans notre rapport d'humain à l'outil. Et donc là, si on parle de techné et poésie, si, ça date de l'Antiquité. Oui, mais encore une fois, je ne pourrais pas faire une dissertation sur le sujet. Mais voilà, c'est plus dans cette question. Parce qu'en fait, voilà, c'est toujours cette question, non pas de l'outil en tant que tel, mais la question de l'usage qu'on essaye de mettre en récit. Et en fait, aujourd'hui, on a tendance à oublier quand on regarde l'état des lieux un peu en France, nous, la première chose qu'on nous a dit, c'est mais en Shadok, on ne comprend pas. Quand on rentre dans le lieu, on ne voit rien de genre, waouh, dernier cri, gadget, etc. Et en fait, c'est bien ça, c'est qu'on a essayé de faire des choix, d'aller vers des technologies qui n'étaient pas dans cette fascination du dernier cri, mais plus dans cette question de quels usages, à quel endroit. Et c'est pour ça que nous, on surfe beaucoup entre des vagues qui vont de numérique à pas numérique du tout, mais toujours avec des techniques, des méthodes qu'on retrouve derrière le numérique, c'est-à-dire le collaboratif, le pair à pair. Et donc, par exemple, quand vous parlez des Fab Labs, il n'y avait pas les Fab Labs avant la MIT, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais par contre, avant les Fab Labs, il y avait déjà les méthodes d'apprentissage de pair à pair qu'on retrouvait notamment dans le monde agricole pour l'apprentissage autour de nouveaux outils. Ouais, donc, en fait, bricolage est encore exactement. plus ancien. Donc, on essaye de travailler sur cette marge qui n'est pas tant ce que l'outil va ramener de nouveau. Ça, les gens qu'on accueille savent très bien le faire par eux-mêmes finalement. C'est comment on accompagne et les publics à déchiffrer tout ça, à mettre un peu d'eau dans leur vin par rapport à ce qu'on leur survend au niveau marketing justement de la consommation de ces technologies, pour comprendre plus d'où ça vient, pourquoi on en est là aujourd'hui, l'histoire aussi un peu de pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de redécouvrir la fermentation avec les bactéries qui a toujours été là, mais aujourd'hui à l'époque de Monsanto, à l'époque de tous ces discours autour de la santé, etc. Pourquoi c'est intéressant de revenir à des choses qui existaient déjà, mais qui vont être facilitées aujourd'hui par le numérique. Le numérique va permettre une autre diffusion du savoir, une autre appropriation. Voilà, donc on est plus dans ce discours-là, juste pour revenir là-dessus. Par rapport aux personnes dont vous parlez, je pense que le fait effectivement qu'on ne soit pas dans ce rapport ultra frontal aux technologies, on a fait que peut-être ces personnes qui sont plus dans un rejet, que par ailleurs, j'entends, enfin je peux comprendre que certaines personnes soient là-dedans, pareil, peut-être peut-être s'il y en a moins à Strasbourg, je ne sais pas, ou peut-être le fait qu'on soit plus dans ce rapport un peu critique à tout ça fait qu'ils ne viennent pas forcément dans un rapport hostile au Shadok. Je ne sais pas s'ils viennent du coup, vu qu'on n'a jamais de problème. Pour compléter rapidement, à Grenoble, la casemate a été incendiée et c'était un lieu, je ne dirais pas en tout point identique à Shadok, mais qui était ouvert sur les scolaires, qui était ouvert sur le quartier, qui menait des actions purement gratuites, qui avait un rapport à la technologie tout à fait rationnel et certainement pas dans l'hyper high-tech. Donc c'est aussi pour dire c'est plutôt évidemment un symbole que des technologies spécifiques, mais à partir du moment où il y a le mot numérique, pour ces gens-là, ça suffit. Comme lorsqu'il y avait une machine, ça suffisait. Donc il y a des machines et en plus elles sont numériques, donc ils n'hésitent pas.
Bon, je bon vous à souhaite de ne savoir. je vous souhaite de ne jamais subir ce j'espère genre aussi. d'attaque, évidemment. Mais on a aussi, ça c'était aussi tout un débat. Enfin, moi, à la base, j'ai d'abord travaillé dans l'associatif. Donc, je me suis beaucoup posé la question de quelle légitimité a une ville à porter un lieu en régie directe sur ce genre de thématique. Et en fait, justement, ça vient vers la réponse à la dernière question. Nous, on a, entre guillemets, on a tendance à nous dire qu'on fonctionne comme une association au sein de la collectivité. C'est-à-dire qu'on a toujours été dans quelque chose qui allait chercher des toutes petites assos et des toutes petites structures jusqu'aux grosses institutions et de faire un peu médiation à l'intérieur de tout ça. Et donc notamment on a aussi une association qui s'appelle Hackstub qui est autour des cultures libristes, qui a un prototype, un hackerspace au Shadok, et eux leur grand débat c'était oui mais attends, venir au Shadok, est-ce que c'est pas finalement soutenir un système qu'on essaye de détruire parce que vous êtes la ville? Et donc, en fait, on essaye de se positionner à un endroit qui fait que, en fait, la ville a eu l'intelligence d'ouvrir un espace de liberté, un espace de levier. Donc, profitons-en pour réfléchir à tout ça, quoi. Et donc, pour aller vers la question du modèle économique, Raphaël Besson en parle mieux que moi, mais justement sur ces questions des tiers-lieux. Nous, aujourd'hui, effectivement, on est une pure dépense, on est la ville, quoi. Et aujourd'hui, si je devais réfléchir à un modèle économique, moi, je ne crois pas aux recettes toutes faites. Je pense que c'est que du cas par cas. Mais en tout cas, ce qui, chez nous, à Strasbourg, avec les énergies qu'on a autour de ce lieu, serait le plus envisageable, c'est finalement d'aller vers une coopérative. Parce que la coopérative, elle aurait l'avantage de permettre de garder la ville dans le dialogue en tant que sociétaire et même les autres collectivités territoriales, parce que je pense que c'est très important que le service public soit dans ce dialogue avec ceux qui créent, avec ceux qui font, avec ceux qui fabriquent, avec le secteur privé, avec l'université, etc. Mais un système de coopérative nous permettrait d'avoir un dialogue plus horizontal avec ces différents acteurs, tout en gardant la responsabilité du service public dans ce discours. Donc moi, c'est ce que je perçois, mais comme je dis, c'est vachement du cas par cas, parce que, par exemple, un tiers-lieu qui est ouvert au sein d'une université, c'est pas la même chose, ou un Fab Lab au sein d'une université, c'est pas du tout la même chose qu'un Fab Lab rural, ou qu'un tiers-lieu comme Blida à Metz, où ils ont 30 000 mètres carrés. Nous, on n'en a que 2 000. Donc, eux, ils ont une possibilité d'un modèle économique beaucoup plus important, parce qu'ils peuvent vraiment louer, ils peuvent privatiser, ils peuvent développer beaucoup, beaucoup plus de choses que nous. Donc, je crois que là-dessus, il n'y aura pas de recette toute faite. Mais en tout cas, et puis moi, j'essaye d'éviter les cases, parce qu'à partir du moment où on nous colle une étiquette, c'est déjà la fin, quoi. Mais par contre, notre rôle là-dedans, je pense qu'il continuera d'exister dans le sens, non pas de l'outil numérique, mais plus d'être un espace où on continue de défricher les pratiques qu'on ne sait même pas encore qualifier, en fait, qui sont celles à venir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le numérique rentre de plus en plus dans les institutions, et c'est un des gros dossiers en cours, c'est comment on accompagne la transition numérique des acteurs culturels pour que demain, quand on a un artiste, s'il ne se présente pas dans un tiers-lieu, il va directement dans une scène nationale, un centre d'art, etc., que toutes ces institutions s'ouvrent à ces formes de création et que du coup, finalement, il n'y a plus forcément besoin de lieux un peu en marge pour accueillir ces formes de création. Mais demain, il y aura d'autres pratiques et du coup, l'idée, ça sera qu'on reste cet espace d'expérimentation pour les pratiques à venir afin d'aller vers à chaque fois une sorte d'accompagnement à la maturation des pratiques jusqu'à ce qu'elles puissent rentrer dans les cadres plus traditionnels de la création et de l'innovation en France.